L'histoire d'aujourd'hui est à la fois choquante et complexe, nécessitant non seulement une année, mais près d'une décennie pour obtenir justice. Elle concerne une jeune religieuse de 21 ans, dont le meurtre brutal en 1992 n'a été résolu qu'après 28 ans, en décembre 2020. C'est l'histoire de Sœur Abaya. Cette histoire commence dans la ville tranquille de Kottayam, au Kerala, en 1992. Comme beaucoup d'autres régions chrétiennes du Kerala, Kottayam était un endroit paisible, parsemé d'églises et de couvents. Ces lieux de culte étaient une partie essentielle de la vie des habitants. L'un des couvents les plus connus de la région était le couvent Saint Pascal de Dixième, qui possédait une auberge où de nombreuses jeunes femmes venaient étudier et séjourner, dont certaines étaient également des religieuses. Parmi ces femmes se trouvait Sœur Abaya, une jeune femme dévouée qui était venue au couvent pour servir Dieu et aider les autres. Sœur Abaya étudiait dans un collège préuniversitaire et, comme tout étudiant, elle avait des examens à venir. Déterminée à bien réussir, elle décida de se lever tôt un matin pour faire un peu d'études supplémentaires. Elle mit son réveil, se coucha et se réveilla vers 4 heures du matin. Après avoir salué quelques-unes de ses amies dans le couvent, elle s'assit pour commencer ses études. Vers ce moment-là, elle ressentit le besoin de faire une courte pause. Elle quitta ses livres et se dirigea vers la cuisine, peut-être pour boire de l'eau ou se mouiller le visage avec de l'eau froide afin de rester éveillée. Le lendemain matin, lorsque les autres religieuses se réveillèrent, elles remarquèrent quelque chose d'étrange, Sœur Abaya était absente. Cela leur parut inhabituel. En se rendant à la cuisine, elles trouvèrent une bouteille d'eau avec son bouchon ouvert, de l'eau renversée sur le sol et une des sandales de Sœur Abaya laissées là. Mais où était Sœur Abaya? Personne ne le savait. L'inquiétude devint plus pressante et elles trouvèrent bientôt l'autre sandale de Sœur Abaya près du puits du couvent. Lorsqu'une des religieuses s'approcha du puits et regarda à l'intérieur, elle fut terrifiée de découvrir le corps sans vie de Sœur Abaya. Les pompiers arrivèrent, la police fut appelée, finalement, le corps de Sœur Abaya fut extrait du puits. Les religieuses et les résidents de l'auberge étaient en état de choc. La nuit précédente, elles avaient partagé un dîner avec elle, rié, fait des projets pour l'avenir et même été agacées par son réveil matinal. Maintenant, cette même amie était portée sans vie hors du puits. L'officier de police local, V.V. Augustine, arriva dans le cadre du processus habituel après que le corps ait été récupéré. Il rédigea un rapport, appela un photographe pour prendre des photos de la scène et du corps, puis envoya le corps pour une autopsie. Lors de l'autopsie, les médecins remarquèrent des coupures et des ecchymoses, découvrirent une blessure à la tête et inscrivirent la cause du décès comme étant la noyade. Bien que Sœur Abaya ait une blessure à la tête, la cause du décès fut tout de même qualifiée de suicide, avec la possibilité d'un meurtre. À ce moment-là, beaucoup de gens trouvaient cette explication difficile à croire. Pourquoi Sœur Abaya aurait-elle mis un réveil juste pour mettre fin à ses jours? La porte du réfrigérateur était laissée ouverte, le bouchon de la bouteille était retiré, de l'eau avait été renversée et sa sandale était laissée sur le sol. Tout semblait trop précipité. L'histoire ne tenait pas debout pour les gens. Beaucoup pensaient qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, mais d'un meurtre. Ils ressentaient également qu'une personne tentait de couvrir la vérité, surtout parce que l'incident s'était produit à l'intérieur d'un couvent. La mort de Sœur Abaya avait eu lieu dans un couvent où des centaines de filles venaient étudier, apprendre la religion et vivre. Un événement aussi tragique se produisant dans un lieu comme celui-ci était très inhabituel. Cet incident, associé à la tentative présumée de dissimulation, troublait profondément la communauté. Une militante nommée Joanne Puamparacle forma un comité pour demander justice. Le 16 avril, l'affaire fut confiée à la brigade criminelle. Après quelques mois d'enquête, la brigade criminelle publia son rapport. L'affaire fut retirée des mains de la police locale et confiée à la brigade criminelle, qui passa des mois à enquêter. Au final, ils conclurent que la mort de Sœur Abaya était un suicide. D'ici là, Sœur Abaya avait déjà été enterrée et ses vêtements avaient été détruits, laissant très peu de preuves médicales derrière. Cependant, l'affaire était devenue un sujet de discussion majeur au Kerala. Les médias étaient remplis d'histoires et les gens à travers l'État formulaient leurs propres théories sur ce qui s'était réellement passé. Les religieuses étaient mécontentes de la tournure des événements. Il y avait une pression de la part des médias, des militants et même de la société elle-même. Naturellement, l'affaire fut transférée à une autorité supérieure. Le Bureau central d'enquête, CBI, prit le relais et une nouvelle enquête commença. Le CBI adopta une nouvelle approche, recherchant des indices frais et interrogeant à nouveau d'anciens témoins. Tout semblait se dérouler sans encombre, mais ensuite, quelque chose de très étrange et choquant se produisit.
Un agent du CBI, Vargas Petoma, tint une conférence de presse en 1994 et révéla quelque chose de surprenant. Il déclara qu'il avait été sous pression pour déclarer l'affaire comme un suicide, et à cause de cela, il choisit de quitter son emploi presque 9 ans avant sa retraite prévue. On peut imaginer le chaos qui suivit sa déclaration. L'affaire redevenait un grand sujet d'actualité. Les gens ne comprenaient pas pourquoi cela devenait si confus. D'où venait cette pression? Pourquoi l'affaire était-elle si difficile à résoudre? L'équipe du CBI continua d'enquêter pendant un certain temps, bien qu'elle ne disposât pas de nombreuses preuves médicales. Plus tard, ils réalisèrent plusieurs tests d'illusion. Ils fabriquèrent une poupée de la même taille et du même poids que Sœur Abaya et la jetèrent dans le puits de différentes manières. Ils observèrent attentivement où la poupée se blessait et comparèrent ses blessures à celles trouvées sur Sœur Abaya. Cependant, même après ces tests, aucune réponse claire ne se dessina. Ainsi, en 1996, 3 ans après le début de l'enquête, un rapport fut soumis. Il stipulait « Nous croyons que cela devrait être traité comme un cas de meurtre. Nous avons essayé tout ce qui était possible pour découvrir qui pourrait être responsable de cet événement tragique, mais malgré tous nos efforts, nous n'avons pu obtenir de résultats solides. » 4 ans après l'incident, malgré les efforts de la police locale, de la brigade criminelle et maintenant du CBI, nous ne savions toujours pas ce qui était vraiment arrivé à Sœur Abaya. Le rapport précédent fut rejeté et une nouvelle équipe du CBI fut assignée. Cette nouvelle équipe entreprit une autre enquête et, en 1999, 3 ans plus tard, elle arriva à la conclusion que la mort de Sœur Abaya semblait point enquête. Le témoin était rien de moins qu'un voleur ordinaire et inconnu de 1992. Son témoignage pouvait-il vraiment être digne de confiance? Étonnamment, non seulement sa déclaration fut prise au sérieux, mais elle changea aussi toute la direction de l'enquête. Ce voleur affirma avoir été près du couvent le soir de la disparition de Sœur Abaya. Il déclara avoir vu 2 prêtres dans les environs, et selon lui, ils avaient été impliqués dans la mort de la religieuse. Cette révélation choqua la communauté et redonna espoir aux enquêteurs qui cherchaient des réponses. Les noms des prêtres furent immédiatement vérifiés, et l'enquête prit un tournant décisif. Avec cette nouvelle information, le CBI rouvrit le dossier et se concentra sur les 2 prêtres. Les autorités commencèrent à les interroger, cherchant à établir des liens entre eux et l'incident tragique. Cependant, une fois de plus, des obstacles apparurent. Les prêtres avaient des relations puissantes et influentes, et leur statut dans la communauté compliquait encore plus les choses. Malgré cela, les enquêteurs poursuivirent leur travail, collectant des preuves supplémentaires et interrogeant d'autres témoins. Chaque nouvelle découverte ajoutait une couche de complexité à l'affaire, mais la détermination de ceux qui cherchaient justice pour Sœur Abaya ne faiblissait pas. Les années passèrent, et la communauté restait vigilante. Les militants et les membres de la société civile continuèrent à réclamer des réponses, refusant d'accepter que la vérité puisse être étouffée. Les médias couvraient l'affaire, maintenant l'intérêt du public vivant, et chaque annonce ou mise à jour était scrutée avec attention. Finalement, après tant d'années de douleur et d'incertitude, la vérité commença à émerger lentement. Des preuves plus solides commencèrent à se former, et les pressions sur le CBI pour résoudre l'affaire augmentèrent. Les parents et les amis de Sœur Abaya, ainsi que de nombreux soutiens, espéraient que la justice finirait par triompher. Mais alors que les enquêteurs se rapprochaient de la vérité, une autre série d'événements imprévus survint. Des menaces, des intimidations et des tentatives de dissuasion émergèrent pour tenter d'entraver l'enquête. La lutte pour découvrir ce qui était arrivé à Sœur Abaya prenait des tournures de plus en plus tragiques, mais la détermination de ceux qui luttaient pour la justice continuait de briller dans l'obscurité. Suspect, Adakar Raju, le voleur, et les 2 prêtres qui avaient été mentionnés par le témoin. Mais les accusations portées contre Raju ne semblaient pas être fondées sur des preuves solides. Au contraire, il devenait de plus en plus évident qu'il était utilisé comme bouc émissaire dans un scénario beaucoup plus complexe. Raju, malgré la pression immense et les tortures qu'il avait subies, ne fléchit pas. Son honnêteté et sa volonté de dire la vérité attirèrent l'attention des avocats et des défenseurs des droits de l'homme. De nombreux groupes se mirent à le soutenir, clamant que les autorités essayaient de couvrir quelque chose de plus sinistre. Les pressions politiques et sociales grandissaient, et le public commença à se demander si la vérité sur la mort de Sœur Abaya ne serait pas bien plus sombre que ce que les enquêteurs avaient initialement laissé entendre. Les médias s'emparèrent de l'affaire, exposant les irrégularités dans le traitement de Raju et posant des questions sur la crédibilité de l'enquête. Finalement, face à la montée des critiques et à l'attention médiatique accrue, le CBI fut contraint de réévaluer son approche.
Ils décidèrent d'examiner non seulement les accusations contre Raju, mais également les circonstances entourant les prêtres. Leurs efforts pour établir une ligne directe entre Raju et le meurtre de Sœur Abaya commencèrent à s'effondrer. En parallèle, Raju continua de parler de ce qu'il avait vu cette nuit-là, maintenant que son propre cas attirait l'attention. Il révéla de nouveaux détails sur le comportement des prêtres et l'atmosphère étrange au couvent, affirmant que ce qu'il avait vu la nuit de l'incident ne correspondait pas à la théorie de la police. Les avocats de Raju commencèrent à préparer sa défense, soulevant des questions sur le traitement qu'il avait subi en garde à vue. Les témoignages de torture et d'intimidation devinrent un point focal du procès. Le public commença à voir Raju non pas comme un criminel, mais comme une victime d'un système corrompu qui essayait de couvrir des crimes plus profonds. Le retour à la lumière de la vérité semblait enfin possible. Le soutien de la communauté et des militants pour les droits humains renforça la position de Raju, et la pression continua de monter sur les autorités pour trouver des réponses claires concernant la mort tragique de Sœur Abaya. Les suspects étaient le père Thomas Couture et le père José Puri-Caïl. En fait, un voisin vivant près du couvent a affirmé avoir vu le scooter du père Thomas Couture garé là la nuit du 26 mars. Ce voisin s'est rendu dans un magasin voisin pour prendre un thé et, lorsqu'il est revenu vers minuit, il a remarqué le scooter devant le couvent. À l'époque, il n'y a pas pensé, mais plus tard, il a changé son histoire en disant qu'il avait fait cette déclaration sous pression. Il faisait partie des nombreux témoins qui se sont retournés contre l'affaire. Mais attendez, lorsqu'à Dakar Raju a parlé à la police de cela, il savait déjà qu'il y avait des suspects. Pourquoi n'ont-ils pas enquêté plus loin? Pourquoi n'ont-ils même pas examiné le récit de Raju, ne serait-ce qu'un peu? Ou quelqu'un leur disait-il de piéger Raju? Raju se faisait offrir de l'argent. Qui avait assez d'argent pour cela? Et la plus grande question était, si Raju disait la vérité, que faisait le père Couture au couvent cette nuit-là? Une rumeur a commencé à circuler selon laquelle le père Couture avait dit à un ami que lui et sœur Séphie du couvent étaient comme un couple marié. Même avant cela, de nombreuses personnes avaient soulevé des affirmations similaires. Certaines des sœurs du couvent en ont discuté entre elles et d'autres à l'extérieur ont également partagé leurs réflexions. Enfin, en 2008, sur la base de la déclaration de Raju, la CBI a désigné le père Thomas Couture, sœur Séphie et le père José Puri-Caïl comme les principaux suspects dans cette affaire de meurtre. Après cela, l'avocat de la défense des accusés a tenté de discréditer le témoin Raju en le présentant comme un criminel professionnel devant le tribunal. Il a évoqué environ 10 affaires criminelles contre Raju, dont la plupart avaient Raju comme accusé. Raju n'a pas nié son passé criminel, ce qui a retourné l'argument de l'avocat contre lui. Même s'il a admis ses crimes passés, Raju est resté ferme dans son témoignage, déterminé à obtenir justice pour le meurtre de Sœur Abaya. En raison de sa déclaration, le père Thomas Couture, sœur Séphie et le père José Puri-Caïl ont tous été envoyés à Bangalore pour des tests de narco-analyse. Le médecin en charge des tests s'appelait Molini. Les résultats des tests ont été enregistrés sur 3 CD qui ont ensuite été envoyés au tribunal judiciaire de Kerala et à la haute cour de Kerala. Cependant, il a été découvert plus tard que les CD contenant les résultats des tests de narco-analyse avaient été falsifiés. Le docteur Molini a été appelé à expliquer ce problème, mais elle avait été suspendue quelque temps auparavant, laissant les rapports de narco-analyse incomplets. Tous ceux présents lors des tests de narco-analyse ont été interrogés, mais tous ont affirmé que personne n'avait manipulé les CD. Pour découvrir la vérité, les CD de narco-analyse ont été envoyés au Central for Development of Imaging Technology, CDIT. Le CDIT a analysé les preuves numériques et a découvert que le premier CD appartenait au père Thomas Couture. Il contenait un enregistrement complet de 32 minutes et 50 secondes qui avait été modifié plus de 30 fois. Le CD du test du père José faisait 40 minutes et 55 secondes et avait été modifié 19 fois. Le dernier CD concernait le test de narco-analyse de sœur Séphie, qui enregistrait 18 minutes et 42 secondes et avait été modifié 23 fois. Après l'incident de falsification, la haute cour de Kerala a ordonné à la CBI de présenter les CD originaux liés au test de narco-analyse au tribunal dans un délai de 10 jours. Mais quelques jours plus tard, les enregistrements originaux des tests de narco-analyse pour le père Thomas Couture, sœur Séphie et le père José ont été diffusés sur une chaîne de télévision locale au Kerala. Comment cette diffusion a eu lieu et qui l'a diffusée est toujours inconnu, mais les enregistrements originaux de narco-analyse ont révélé comment le père Thomas Couture et le père José ont commis le meurtre, selon les enregistrements de leurs tests de narco-analyse. Le matin du 27 mars 1992, sœur Abaya s'est réveillée à 4 heures du matin. Il faisait assez chaud,
alors elle est sortie de sa chambre d'hôpital pour aller au réfrigérateur prendre de l'eau. En buvant, elle a entendu des bruits venant de la cuisine. Quand Abaya est allée vérifier, elle a trouvé le père Couture, le père José et sœur Séphie dans une situation compromettante. À ce moment-là, avant qu'elle ne puisse s'enfuir, ils ont attaqué sœur Abaya avec une intention meurtrière. Sœur Séphie a pris une hache dans la cuisine et l'a frappée à la tête. Le rapport d'autopsie a confirmé qu'elle avait des blessures à la tête. Après cela, ils l'ont traînée jusqu'au puits et l'ont jetée pour couvrir leur crime. Après cette diffusion, la CBI a commencé à interroger les 3 d'entre eux dans leur bureau. Cependant, en 2009, les 3 ont été libérés sous caution. Il était choquant que le père José ait été blanchi de tout acte répréhensible dans cette affaire. De 2009 à 2019, de nombreuses audiences ont eu lieu, et en 2020, la Haute Cour du Kerala a condamné le père Thomas Couture et sœur Séphie à la réclusion à perpétuité sur la base des résultats du test de narcoanalyse et du témoignage de Raju, le voleur. Le tribunal leur a également infligé une amende de 5 lakhs de roupies. Ainsi, après 28 ans, grâce à un voleur, l'une des affaires de meurtre les plus longues de l'Inde a finalement été résolue. Que pensez-vous de cette histoire? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour atteindre les 30 000 abonnés. Merci.